Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de juillet. Un numéro 100% social consacré à une revue des jurisprudences de ces derniers mois. À mes côtés, pour décortiquer ces différentes décisions de la Cour de cassation, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF Sociale. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors Frédérique, vous nous proposez de faire aujourd'hui un point de jurisprudence, point qui va nous permettre d'aborder plus précisément des questions tranchées par la Cour de cassation sur des cas de rupture du contrat de travail. Oui, nous allons effectivement nous pencher sur des décisions qu'a prises la Cour de cassation sur les mois d'avril, de mai et de juin 2018. Et on va commencer par un type de rupture qui connaît un succès important ces dernières années dans l'entreprise, la rupture conventionnelle. Et alors là, je me permets de préciser que nous allons parler de la rupture conventionnelle individuelle. Alors, ce n'est pas son nom officiel. Pourquoi je le reprécise? Parce que depuis sont intervenues les ordonnances Macron qui, elles, ont mis en place la rupture conventionnelle collective. Alors, en matière de rupture conventionnelle individuelle, j'aimerais aborder 3 questions. La première question porte sur le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, puisque l'employeur et lui doivent donner librement leur consentement à cette rupture pour que celle-ci soit valable. Faute de quoi, si un des consentements est vicié, la rupture conventionnelle est nulle et elle va s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans une affaire qui a été tranchée par la Cour de cassation le 16 mai 2018, une salariée avait demandé à son employeur une rupture conventionnelle. Ils étaient tombés d'accord, ils avaient signé la rupture conventionnelle que l'administration avait homologuée. Pourtant, par la suite, la salariée a saisi les juges pour faire annuler la rupture et elle soutenait que son consentement avait été altéré en raison de son état de santé, en l'occurrence un trouble mental imputable à une tumeur. Prenant en compte les documents médicaux, les juges ont annulé la rupture conventionnelle, considérant que la salariée n'avait pas toute sa capacité et toutes ses facultés mentales pour signer la convention de rupture. Ils se sont fondés sur un article du Code civil qui dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Charge cependant à celui qui invoque ce trouble mental d'en prouver l'existence. Voilà donc pour la première décision. Merci Frédérique. La deuxième question que nous allons aborder porte sur le sort du délai de rétractation du salarié dans le cas particulier de 2 ruptures conventionnelles successivement négociées. Voilà, alors là encore, on se retrouve dans un cas de figure un petit peu spécifique, mais qui peut quand même se présenter. Dans le cas qui avait été soumis au juge, le direct avait refusé d'homologuer une première convention de rupture parce que cette convention de rupture prévoyait un montant d'indemnité de rupture conventionnelle inférieur au minimum conventionnel. L'employeur et le salarié, qui voulaient quand même aller au bout de leur procédure, se sont donc mis d'accord, ont continué la procédure, ils ont signé une deuxième convention de rupture conventionnelle qui, là, prévoyait le bon montant d'indemnité de rupture. Mais dans cette seconde version de la rupture conventionnelle, ils avaient conservé la date d'expiration du délai de rétractation qui était initialement prévu. Et la Cour de cassation leur a donné tort parce qu'elle a précisé que le salarié bénéficie ici d'un nouveau délai de rétractation qui va avec la nouvelle convention de rupture qu'il a signée, même s'il y a seulement un point qui a été modifié entre les 2 conventions. Très bien, merci, c'est une précision importante. Et on voit bien ici que le fait qu'une rupture conventionnelle soit signée et homologuée n'exclut pas un litige avec le salarié et l'intervention des juges. Ce qui nous amène à nous interroger sur les sommes qui restent dues aux salariés lorsque les juges déclarent la rupture conventionnelle nulle. Oui, alors d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, le salarié et l'employeur peuvent exercer un recours devant le juge prud'homal pour faire annuler une rupture conventionnelle. Pour ce faire, ils doivent agir dans les 12 mois de la date d'homologation de la convention. Lorsque la convention de rupture est annulée, la rupture du contrat de travail va produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui veut dire que l'ex-employeur va devoir verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le problème, c'est qu'au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l'employeur a déjà versé l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Et je présume que le salarié ne va pas cumuler les 2 indemnités. Alors effectivement, il ne va pas y avoir de cumul. La nullité de la convention de rupture suppose que le salarié restitue les sommes qu'il a reçues au moment de la signature de la rupture conventionnelle. En pratique, il ne va pas y avoir cet échange de « je rembourse, on me redonne ». Le juge, très souvent, va ordonner une compensation entre la somme que l'employeur doit verser maintenant au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme que le salarié avait perçue au moment de la signature de la rupture conventionnelle.
Ce qui fait qu'au final, l'employeur sera uniquement redevable du différentiel entre les deux sommes, si tant est que ce différentiel soit à l'avantage du salarié. Très bien, merci pour cette précision. Passons maintenant au licenciement d'un salarié avec 3 questions. Qui peut procéder au licenciement? Quelles sont les précautions à prendre dans la formulation de la notification du licenciement? Et nous reviendrons aussi sur un point de procédure avec la mise à pied conservatoire. Nous vous écoutons, Frédéric. Alors, on va commencer par le premier point. Premier point, on se trouve dans une histoire où on a un directeur d'une société mère qui va procéder au licenciement du directeur d'une des filiales. Et la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'il avait la capacité pour mener cette procédure de licenciement, sachant qu'en principe, c'est l'employeur ou la personne qui l'a mandaté pour le faire, qui doit mener cette procédure, sachant qu'attention, cette personne doit faire partie du personnel de l'entreprise. Est-ce qu'on pouvait considérer que le directeur général de la société mère pouvait être considéré comme faisant partie du personnel de la filiale? Oui, ici pour la Cour de cassation, surtout dans la mesure où le DG de la société mère supervisait les activités du directeur de la filiale. Donc le licenciement était régulier, même en l'absence de délégation de pouvoir écrite, parce qu'on le sait, une délégation de pouvoir peut certes être écrite, mais parfois elle peut être orale ou simplement découler des fonctions même du délégataire. Et puis petit rappel pratique, les juges refusent, donc je l'ai dit, qu'on donne mandat à une personne étrangère à l'entreprise, y compris l'expert comptable de l'employeur. Alors que ce soit l'employeur ou son délégataire, ni l'un ni l'autre ne doivent licencier un salarié de manière vexatoire ou humiliante. Non, c'est effectivement à éviter. Alors, dans l'affaire soumise au juge, il y avait un directeur général auquel on reprochait de nombreuses fautes et malversations. Ces fautes et malversations ayant quand même entraîné un préjudice de plus de 300 000 € pour l'entreprise. Ce qui fait qu'au final, il avait été licencié pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement, il demande des dommages et intérêts, en estimant avoir été licencié dans des conditions vexatoires. Effectivement, dans cette histoire, les termes de la lettre de licenciement étaient quand même plutôt sévères et il avait été mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure. Pour autant, au regard des fautes commises, les juges ont estimé que les thèmes employés dans la lettre de licenciement étaient certes sévères, mais absolument pas vexatoires. Lors d'un licenciement disciplinaire, il arrive, on l'a vu là, que l'employeur procède à une mise à pied conservatoire afin d'enjoindre au salarié de rester chez lui durant la procédure. Alors effectivement, c'est une mesure de procédure, c'est-à-dire que généralement, quand on s'engage, ou souvent en tout cas, quand on s'engage dans un licenciement avec un but de faute grave, voire de faute lourde, on va mettre en place une mise à pied conservatoire dès le début de la procédure, c'est-à-dire dès avant l'entretien préalable au licenciement, et ça va couvrir toute la procédure jusqu'à la notification du licenciement. Dans l'histoire qui est ici soumise au juge, l'employeur va faire quelque chose d'un petit peu inhabituel, c'est-à-dire qu'une fois que l'entretien préalable a eu lieu, il dit au salarié « vous pouvez revenir dans l'entreprise, réintégrer votre poste et y rester jusqu'à la fin de la procédure de licenciement », puisque dans l'affaire, ça s'est bien soldé par un licenciement. Et là, le salarié est venu dire « puisqu'on m'a demandé de reprendre mon poste, on n'est plus dans le cadre d'une mise à pied conservatoire, mais on a basculé dans une mise à pied disciplinaire, qui est une sanction à part entière ». Et les juges ont dit non, l'employeur pouvait suspendre la mise à pied conservatoire jusqu'à la fin de la procédure sans que ça devienne une mise à pied disciplinaire. Alors, les juges l'avaient déjà admis, il y a quelque temps, dans un cas de licenciement pour faute grave, où l'employeur avait ainsi aussi autorisé le salarié à reprendre son poste avant l'issue de la procédure, mais c'était dans un cas un peu particulier où il y avait une mesure d'instruction qui fait que ça durait très longtemps et que l'employeur ne voulait pas que le salarié soit privé quand même trop longtemps de son salaire, puisque pendant une mise à pied conservatoire, on n'est pas rémunéré. Alors pour autant, même si les juges admettent cette solution de suspension de la mise à pied conservatoire, moi j'aurais quand même tendance, sauf exception, à privilégier le maintien jusqu'au bout de la procédure pour une question de sécurité juridique. Très bien, nous allons finir notre point de jurisprudence avec la question de la transaction, ce contrat qui permet à l'employeur et au salarié de résoudre un différend sans passer devant les juges. Oui, la transaction, elle va effectivement éviter en principe le passage devant le juge prud'homal, sachant que, entre autres conditions, pour être valable, elle doit être signée après que le salarié ait reçu la notification de son licenciement par lettre recommandée AR. De plus, la transaction est limitée aux litiges qu'elle règle. Pour autant, les juges admettent qu'elle porte sur des éléments qui n'y sont pas mentionnés expressément, à partir du moment où elle est rédigée dans des termes suffisamment généraux pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc, les juges confirment ici cette analyse dans une décision au sujet d'une transaction dans laquelle le salarié avait déclaré, là je vais me permettre de lire, avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant
ou ayant existé avec la société, et renoncer à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auquel il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre que ce soit, pour quelque cause que ce soit, du fait notamment du droit commun, de la convention collective, de son contrat de travail et ou des avenants au contrat de travail, de tout accord ou promesse découlant de tout rapport de fait ou de droit. Donc on est face à une clause qui est très générale, et les juges ont estimé que face à cette formulation très générale, ça interdisait aux salariés de procéder à des réclamations relatives à une retraite supplémentaire qui, en tout état de cause, ne pouvait pas intervenir avant un certain nombre d'années. Alors, même si l'arrêt ne le précise pas, j'aimerais quand même souligner qu'il est possible que les juges aient pris en considération le fait que le salarié n'était pas un salarié entre guillemets lambda, puisque c'est un cadre dirigeant et que de toute évidence, il connaissait l'exercice de cette retraite supplémentaire. Et puis d'autre part, la clause était tellement générale qu'elle excluait pour les juges toute action sur quelque point que ce soit. Eh bien, merci Frédéric pour ce point de jurisprudence dense. Voilà, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Oui, volontiers. C'est la fin de ce magazine 100% social. Merci de votre attention et de votre fidélité tout au long de cette saison. L'équipe du MAG entre à présent dans sa pause estivale. Pas de magazine en août donc, mais l'actualité juridique continue jusqu'à fin juillet avec le JT et tout l'été bien sûr sur les réseaux sociaux. Et avant de nous quitter, je vous signale d'ores et déjà 2 rendez-vous incontournables de la rentrée. Les universités d'été, organisées par l'Ordre des experts comptables qui auront lieu du 4 au 7 septembre au Palais des Congrès à Paris, et le congrès de l'Ordre des experts comptables qui aura lieu du 10 au 12 octobre à Clermont-Ferrand. 2 occasions pour vous de venir nous rendre visite, on vous y attend nombreux. Et quant à nous, on se retrouve dès septembre bien sûr, toujours en direct de la rédaction et en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.